Le Togo enregistre des avancées significatives dans la desserte de l'eau potable dans les zones rurales, semi-urbaines et urbaines. C'est la bonne nouvelle donnée hier aux populations de Sokodé lors de la célébration de la 24e journée internationale de l'eau. Les nouvelles technologies se féminisent au Togo, ceci grâce au projet Female Tech Camp de l'ambassade américaine qui veut permettre aux filles de se familiariser au NTIC. La 13e édition est officiellement ouverte depuis ce matin à Lomé. Et puis la Belgique est sous le choc mais unie après les terribles attentats terroristes hier à Bruxelles. Au lendemain du drame qui a causé la mort de près de 31 personnes, les enquêtes précisent le déroulement des faits et un troisième homme du présumé commando terroriste serait activement recherché. C'était les principaux titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a adressé un message de félicitations à son homologue président de la République islamique du Pakistan, son Excellence Mamnoun Hussein, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans son message, le chef de l'État s'est dit particulièrement en joie et a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue pakistanais. Et dans cette occasion également, le chef de l'État a exprimé son vif souhait de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre leurs deux pays se renforcer et se diversifier davantage. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a imploré la grâce divine d'Allah, le Tout-Puissant, pour accompagner les efforts de son homologue pakistanais dans la recherche de la paix et la stabilité, du progrès, non seulement pour son pays, mais également dans l'ensemble de la sous-région. Hier, 22 mars, a été célébrée la Journée internationale de l'eau. Pour l'occasion, les innombrables progrès enregistrés en matière de desserte en eau potable dans notre pays ont été présentés. En illustration, de 2005 à nos jours, le taux de desserte est passé de 42% à 52%. Les précisions avec Lamarck Bodjona. L'eau, c'est la vie. Elle se situe au cœur de tout processus de développement. Il ne peut y avoir de développement sans un accent particulier sur la ressource en eau, car elle s'invite dans tous les domaines de la vie, notamment l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la consommation humaine, pour ne citer que cela. C'est dans cet esprit que les Nations Unies ont institué une journée consacrée à l'eau le 22 mars. La célébration de la Journée mondiale de l'eau constitue une occasion pour accroître la sensibilisation autour des questions liées à l'eau. Quand nous prenons toute la quantité d'eau dans le monde entier, nous n'avons qu'un % que nous appelons l'eau douce. Et cette eau douce-là, pour alimenter près de 7 milliards de populations. Et la population est galopante, les ressources en eau s'amenuisent. Et à chaque année, il y a un thème qui est dédié. Le thème de cette année, c'est eau et emploi. C'est pour pouvoir mettre en relief les emplois que l'eau peut créer. Et il est question qu'on puisse dire le nombre de personnes dans le monde qui vit de l'eau. Et qui dit qui vit de l'eau veut dire qui travaille dans le domaine de l'eau. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc c'est pour conscientiser un peu la population et leur faire comprendre que l'eau, qui est une ressource rare, est une ressource à préserver. Il faut la préserver et au moment où on la préserve, elle est en même temps source de revenus pour nous. Les questions de l'approvisionnement en eau potable restent l'une des préoccupations du gouvernement togolais sous l'impulsion du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Depuis son accession à la magistrature suprême, il n'a ménagé aucun effort pour que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse avoir de l'eau en quantité et en qualité suffisante où il se trouve sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre de cette politique de l'eau sur la période 2005 à 2015 a permis de réaliser plusieurs ouvrages, notamment la construction de plus de 2000 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine
la réhabilitation de 1224 anciens forages en milieu rural, la construction de 60 nouvelles mini-additions d'eau potable et de 22 postes d'eau autonomes en milieu semi-urbain, la dotation de 5 chefs-lieux de préfecture en système d'adduction d'eau potable, le renforcement de 21 systèmes d'adduction d'eau potable sous l'exploitation de la TDE. En dehors de ces réalisations physiques, des réformes ont été menées en milieu urbain et semi-urbain au cours de la même période. Plusieurs projets sont en cours de réalisation sur toute l'étendue du territoire national et permettront à terme d'améliorer significativement les taux de desserte en eau potable pour le bien-être des populations. Conscient des nombreux défis à relever en matière d'approvisionnement d'eau potable, je voudrais saisir cette occasion pour appeler tous les acteurs à plus de collaboration et à une mutualisation des interventions en vue d'atteindre les objectifs de la politique nationale de l'eau qui sont ceux de satisfaire les grands besoins de tous les usagers et de contribuer à la croissance économique de notre pays. Le ministre en charge de l'hydraulique a saisi cette opportunité pour saluer au nom du gouvernement les appuis multiples et multiformes des partenaires techniques et financiers du secteur privé, des ONG et de la société civile qui œuvrent dans le domaine de l'eau au Togo. La remise de prix aux meilleurs gérants de bornes fontaines de Socodé, prix offert par la Société togolaise des eaux TDE, et la visite des dispositifs de traitement et de distribution d'eau potable ont mis fin à la célébration de la Journée mondiale de l'eau à Socodé. Et dans le cadre de cette 24e journée de l'eau, une conférence a été organisée ce mercredi à Lomé. Pour le Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo, initiateur, l'accès à l'eau pour tous à l'horizon 2030 est un objectif menacé par les changements climatiques et donc des mesures préventives s'imposent. Sonia Ameniko, Charlotte Roussinet. L'accès à l'eau potable constitue un droit pour tout citoyen et nécessite d'être préservé comme tout autre droit humain. Cette denrée, très indispensable à l'homme, manque malheureusement dans certaines localités à cause des effets du changement climatique. Une solution doit être trouvée pour pallier cette situation. Les acteurs impliqués du secteur s'investissent donc pour mener des actions plus efficaces afin de garantir une eau potable accessible à tous. Il s'agit pour les différentes parties prenantes, en tout cas à la problématique de l'eau dans le monde, d'avoir cette journée pour réfléchir sur une thématique bien précise et voir dans quelle mesure on pourrait relever les défis. L'eau est un combat quand on voit en fait les difficultés d'accès à l'eau, à une eau de qualité, à une eau potable, quand on voit aussi les difficultés pour avoir une eau qui soit assainie après son utilisation. On voit en fait qu'il y a un enjeu en termes de métier, en termes de compétences à avoir et à fournir pour justement garantir ce service essentiel. Eau et emploi, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour marquer la célébration de la journée de l'eau. Il s'agit de présenter les opportunités d'emploi en vue d'offrir un cadre attractif et pourvoyeur d'emplois dans le secteur de l'eau. Et le Togo peut donc compter sur l'aide de ses partenaires. Nous appuyons le Togo depuis plusieurs années et c'est une coopération qui va continuer dans le futur pour augmenter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc dans le cadre d'une part de nos projets. Le Togo a déjà démarré le projet d'accès à l'eau potable depuis 2005 avec la construction des forages et adduction d'eau dans plusieurs localités du pays, ce qui soulage. Et ce 23 mars, c'est plutôt la météorologie qui est célébrée. Plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face est le thème retenu par l'Organisation météorologique mondiale cette année pour sensibiliser les populations sur l'importance des données météorologiques dans la sécurisation de la navigation aérienne et penser ainsi à des actions plus efficaces pour relever les défis de la météo dans un contexte de changement
climatique. L'apport des données météo dans la sécurité aéronautique est justement le dossier de cette édition. Il est signé Prudence Zissou. À chaque décollage d'un avion, c'est toute une équipe d'ingénieurs et de techniciens en météorologie qui est mobilisée pour assurer la sécurisation du vol. Aujourd'hui, plus que jamais, la maîtrise des données météo est plus qu'une nécessité. La météo est un élément très capital, que ce soit sur le monde aéronautique, que ce soit pour le monde agricole. Avec la COP21, vous avez dit sûr, il y a le réchauffement climatique et c'est inquiétant. 1 degré de plus fait d'énormes dégâts. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la fonte des glaciers. Vous avez d'autres secteurs, c'est l'inondation. Et d'autres secteurs, c'est la sécheresse. Avec cet instrument, nous arrivons à avoir des données à temps réel, telles que la pluviométrie, les températures et même la pression atmosphérique. Dans cette unité de prévision et de protection à l'aéroport international général Gnassingbé Béadéman, tout un dispositif est également mis en place pour avoir des informations précises, notamment sur la vitesse et le sens du vent, la température, les points de rosée, la couverture nuageuse, le rayonnement et les précipitations. Dans l'atmosphère, il y a lieu de suivre tout ce qui va se passer sur la trajectoire afin d'informer les pilotes sur ce qu'ils peuvent rencontrer comme temps beau ou mauvais. La SECNA, l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, compte renforcer davantage ses dispositifs techniques cette année pour répondre efficacement aux nouvelles exigences climatiques. Nous évaluons, n'est-ce pas, tous les risques et nous y apportons par avance les réponses pour minimiser tous les risques que nous devions encourir. Dans le côté météo principalement, à part la modernisation que nous sommes en train de faire à Lomé, à Niamtougou, nous allons construire 2016-2017 une nouvelle station météo, mettre un accent particulier sur la formation du personnel afin de leur donner la capacité d'être en phase avec les nouveaux équipements qui sont projetés et être installés. Avec cette nouvelle vision, les services météorologiques de la SECNA auront donc un rôle très important à jouer pour contribuer ainsi à la sécurisation de la navigation aérienne. Cette interrogation à présent, où en est aujourd'hui le Togo en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. La question mérite d'être posée au égard aux actes terroristes qui se multiplient dans la sous-région africaine et dans le monde. Des actes très souvent financés par les flux financiers illicites. Les organisations à but non lucratif veulent elles aussi contrer le fléau. Leur stratégie avec Esther Laclé. Dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale et s'en servir pour financer des activités criminelles. Le blanchiment de capitaux prend de l'ampleur et représente une menace en termes de sécurité et de stabilité économique. Selon le Fonds monétaire international FMI, les fonds blanchis ou destinés au financement du terrorisme représentent entre 400 et 1000 milliards d'euros, environ 200 000 à 600 000 milliards de francs CFA, soit entre 2,5 et 5% du PIB mondial. Afin d'endiguer ces phénomènes, les organisations à but non lucratif s'engagent à mettre en œuvre des dispositions légales. Les organisations à but non lucratif sont des associations qui sont vulnérables parce qu'il y a des bienfaisants qui passent par eux pour réaliser leurs activités. Or, il faudra que les gens, avant de recevoir l'argent, sachent d'où l'argent vient. Est-ce que derrière l'argent, il y a un souci ou bien c'est le souci de bienfaisance seulement? Il faudra qu'il y a tout ça dans la loi, donc c'est prévu. Les gens donnent des sommes faramineuses, mais attention, il faut savoir si derrière cette somme, il n'y a pas autre chose. Aussi faudrait-il enregistrer toujours cette somme-là et déclarer à partir d'un certain montant. Au-delà de 500 000, ou bien à partir de 500 000, vous devez l'enregistrer et déclarer ça
au niveau de la cellule nationale de traitement des informations financières pour qu'elle en fasse usage et rendre compte à qui de droit. L'éradication de ces infractions qui freinent le développement économique et favorisent un climat de terreur dans les États est au cœur des préoccupations de l'État togolais. Au Togo, la lutte contre ces flux financiers illicites est régie par la loi du 6 juillet 2007. Un arsenal juridique de lutte qui prévoit des peines carcérales allant de 3 à 6 ans. Et au-delà de cette loi, le Togo fonde également sa lutte sur les 40 recommandations du groupe d'action financière contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme GAFI et sur les recommandations du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent GIABA. De leur côté, les acteurs de la société civile veulent s'impliquer davantage dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales de développement au Togo. Et pour cela, ils sont en concertation depuis ce matin avec les représentants étatiques. Le compte rendu de la rencontre avec Gérard Lagoudou et Joël Aziadapou. Pouvoirs publics et acteurs de la société civile mutualisent leurs forces pour une meilleure synergie des actions sur le vaste chantier du développement national. Cette rencontre va permettre aux participants de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour une meilleure participation des organisations de la société civile à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales de développement. Il y a des besoins réels qu'il faut maintenant satisfaire. Il y a des espaces de concertation que l'État a offerts. Maintenant, il faut voir comment les opérationnaliser. Et voilà donc ce qui fera l'objet des réflexions de ce séminaire. Nous attendons d'abord et avant tout d'arriver à une définition consensuelle de la société civile. C'est-à-dire d'en définir les composantes. Si on arrive à cette définition consensuelle, nous allons maintenant penser sur les voies et moyens pour travailler ensemble avec le gouvernement, donc asseoir un cadre de concertation avec l'État, donc de façon que nous puissions contribuer plus efficacement à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. Les différents intervenants se sont accordés sur l'urgence du renforcement du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile. Ils ont aussi souligné que cette session va aussi ouvrir la voie à la promotion de bonnes pratiques au sein des organisations de la société civile. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué relatif à la baisse des prix des carburants. Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement, le ministre des Mines et de l'Énergie et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme communiquent. À compter du 24 mars 2016 à 0 heure, les prix des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super sans plomb, 496 francs. Pétrole lampant, 446 francs. Gasoil, 545 francs. Mélange de temps, 598 francs. Le prix de la bouteille du gaz butane demeure inchangé, c'est-à-dire la bouteille de 12,5 kg est à 6 500 et celle de 6 kg est à 3 120 francs. La suite de cette édition à présent dans l'agenda des activités de la quinzaine de la francophonie qui se termine est inscrite cette session de formation des encadreurs de groupes de femmes en alphabétisation. Et cette formation met l'accent sur l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Les précisions avec Antoinette Romao. La langue française, outil de travail par excellence, mais souvent méconnu par certaines femmes dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus. Pour pallier cette situation, le gouvernement a adopté une politique nationale sur l'alphabétisation au Togo. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit ce recyclage des encadreurs de groupes de femmes en alphabétisation, activité inscrite au programme de la quinzaine de la francophonie. C'est une formation qui répond aux besoins des femmes qui actuellement ont des activités génératrices de revenus et elles ont besoin
de cet outil pour pouvoir gérer au quotidien leurs affaires. C'est de remettre à niveau les encadreurs qui, depuis longtemps, ont la charge d'encadrer les centres d'alphabétisation fonctionnelle des femmes. La formation en alphabétisation fonctionnelle des femmes permettra davantage aux encadreurs d'aider les femmes à mieux maîtriser la langue de Molière. Ce programme a déjà enregistré des résultats encourageants en matière d'émancipation et d'autonomisation des femmes. Female Tech Camp est une initiative pour inciter la gente féminine à s'intéresser à la science, la technologie et à l'entrepreneuriat. Et pour ce troisième camp, initié par l'ambassade des États-Unis au Togo, 150 lycéennes et étudiantes vont se familiariser aux nouvelles technologies. Les précisions avec Christine Pichekialode. Les technologies de l'information et de la communication, un domaine qui présente beaucoup d'opportunités, mais dans lequel les femmes sont sous-représentées. L'ambassade des États-Unis au Togo veut, à travers son programme Female Tech Camp, contribuer au renforcement des compétences technologiques des jeunes filles qui embrassent ce secteur. Nous passons par le canal du Female Tech Camp pour arriver à démystifier les sciences et l'éthique auprès des filles. Nous souhaitons également qu'elles puissent entreprendre dans ce secteur infini. Avec cette année, nous aurons formé 150 jeunes filles dans les âges entre 18 et 28 ans à peu près. Et ça vraiment, ça promeut, ça avance, si vous voulez, les objectifs de l'ambassade. Female Tech Camp est à sa 3e édition, un programme ambitieux qui accompagne les multiples initiatives du gouvernement, à savoir le FAEJ, le Provonat et le programme AIDS, entre autres. Camp, ce sont des rencontres pour dire aux jeunes femmes qu'elles peuvent tout faire, que les TIC leur sont ouverts. Et je pense que c'est aussi important pour elles de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en elles. Et la confiance en soi vient aussi de l'expertise que l'on a. Donc nous avons eu l'occasion de parler beaucoup d'éducation. Il faut être formé pour être sûr de soi, il faut savoir de quoi on parle et il faut être compétent. Et donc c'est dans la droite ligne d'un certain nombre d'initiatives que nous menons au niveau du gouvernement. Je voudrais féliciter l'ambassade des États-Unis pour cette belle initiative parce qu'elle offre des opportunités aux femmes à s'investir aussi dans ce secteur-là où on les compte vraiment moins. Investir dans la femme et surtout dans la jeune fille est essentiel selon la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Togo pour la politique étrangère de son pays. Cette formation axée sur les énergies renouvelables est une manière de préparer une nouvelle génération qui va contribuer au développement de ce secteur. Les personnes âgées dites du troisième âge sont socialement marginalisées de par le monde. Et au Togo, les religieuses de l'association de Saint-François d'Assise volent à leur secours depuis 2005, et ceci par des vivres et surtout un soutien moral à travers le projet ADP-PAD, assistance à domicile des personnes âgées dépendantes. Les détails du projet avec Nathalie Panegué. Le vieillissement et les changements qui en découlent isolent parfois socialement la personne âgée, définie par l'OMS comme une personne de plus de 60 ans. Le blanchiment des cheveux, les problèmes d'audition, l'hypertension, les troubles de mémoire, de comportement, voire la perte de vue et de langage sont quelques-unes des conséquences de la vieillesse. Comment accompagner ces personnes devenues fragiles? L'association Saint-François d'Assise joue déjà sa partition depuis 2005 au Togo. Ce que nous avons constaté, les personnes âgées, dépendantes, vulnérables, se trouvent délaissées au point où elles n'ont même pas un repas par jour. Nous en avons rencontré et nous en avons. Donc c'est ça qui nous a mis en route pour dire, luttons pour que toute personne âgée ait au moins un repas par jour. Lomé et Tchévier sont les zones d'action de ces religieuses qui soutiennent à ce jour une 60aine de personnes âgées. C'est une équipe collégiale avec les assistants médicaux, les ingénieurs biologistes
et on arrive à diagnostiquer le problème. S'il y a lieu de faire les analyses, et on émet des analyses et il y a des prélèvements qu'on prend pour aller au laboratoire. Il y a des paludismes graves avec anémie, il y a l'ancienneté, et il y a la fièvre typhoïde, les amibiases, etc. Selon des enquêtes menées par l'association, certaines personnes âgées sont victimes de toutes sortes de violences psychologiques, privation d'eau, parfois même de nourriture. Voilà pourquoi entre en jeu l'assistance d'un psychiatre. Et les personnes âgées sont de plus en plus abandonnées. Les enfants grandissent, ils font de l'exode rural, donc ils vont dans les villes et abandonnent les personnes âgées seules dans les zones rurales. Même dans les zones rurales aussi, les enfants grandissent, ils vont faire leur foyer ailleurs ou bien ils vont chercher un mieux vivre dans d'autres cieux cléments. La seule présence humaine, la seule présence d'une personne à côté d'une personne âgée, ne serait-ce que pour 1 heure, 2 heures de temps, est un soutien psychologique très important. Assistance à domicile des personnes âgées dépendantes, ADPAD, c'est en clair à travers ce projet que les Sœurs de Saint-François d'Assise font cette œuvre sociale. Hors du Togo, notez qu'au Sénégal, le oui l'emporte avec 62,8% des voix selon les résultats provisoires de la commission de recensement des votes. Les Sénégalais étaient appelés aux urnes dimanche dernier pour se prononcer sur la révision de la Constitution, notamment sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Et l'autre actualité de ce mercredi, ce sont les attentats qui ont secoué hier Bruxelles. Et ce mercredi, l'heure était à l'unité et au recueillement ce midi dans la capitale belge. Après la panique et le choc, les Bruxellois ont observé 1 minute de silence en mémoire des victimes. Le silence et le recueillement. Il est midi, la Belgique s'arrête pour rendre hommage aux victimes des attentats. Après la panique et le choc d'hier, les Belges observent 1 minute de silence. La place de la Bourse est devenue un lieu de recueillement, les visages fatigués, les traits tirés, peu de larmes et beaucoup de dignité. Des Bruxellois très émus terminent la minute de silence en communiant avec des applaudissements. C'était une minute très, très émouvante pour moi. Je pense qu'il fallait vraiment être là. J'ai pas beaucoup de mots pour exprimer ce que je ressens, mais c'est vrai que voilà, on est habitué à des attentats depuis longtemps et tout, mais quand ça se passe chez soi, c'est encore plus fort, plus prenant. Et donc voilà, c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire pour toutes ces victimes. Voilà. Au même moment, les membres de la Commission européenne observent également 1 minute de silence. 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats d'hier à Bruxelles. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, aux côtés du roi des Belges Philippe et de la reine Mathilde. Devant les bâtiments des institutions européennes, les drapeaux sont en berne, celui de l'Union, mais aussi tous ceux des membres de l'OTAN. Toute la journée, les Belges n'ont cessé de se recueillir, d'allumer des bougies, encore traumatisés, mais plus solidaires que jamais. Et les enquêtes se poursuivent donc après ce drame survenu à Bruxelles. Retour en page nationale avec cette décision portant mise en garde du journal Le Perroquet par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Considérant que dans sa parution numéro 325 du 17 mars 2016, l'hebdomadaire Le Perroquet a titré à la une « Grand banditisme, menace pour la diplomatie Togo-Turquie ». L'ancien Premier ministre Edem Kodjo cité dans une affaire de haute escroquerie. Considérant que cet article développé à la page 3 est signé du directeur de publication du journal Le Perroquet, M. Germain Aguivi, prétend sans preuve que M. Edem Kodjo est mêlé à une affaire d'escroquerie opposant le consul et le vice-consul de Turquie au Togo. Considérant qu'à la suite de la publication de cet article, la fondation Pax Africana a saisi la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC,
d'une plainte pour dénoncer le caractère diffamatoire et le non-recoupement de l'information par le journaliste, considérant que la HAC a invité et reçu ce 23 mars 2016 à son siège le directeur de publication du journal Le Perroquet, M. Germain Ayivi, qu'au vu de l'audition, il s'est avéré que l'intéressé n'a effectivement approché ni M. Edem Kodjo, ni l'administration de la Fondation Pax Africana pour vérifier les faits allégués. Considérant que le journaliste est, en se comportant de la sorte, enfreint les règles de déontologie et d'éthique régissant le métier de journaliste, notamment l'article 61 du Code de la presse et de la communication qui dispose: le journaliste ou le technicien de la communication doit exercer sa profession dans le respect des règles et de la déontologie du journalisme. À cet effet, il doit traiter et donner l'information dans le respect scrupuleux et de l'objectivité et de l'impartialité. Qu'il y a lieu de rappeler que la RAC a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques et éthiques en matière d'information et de communication, que l'attitude du directeur de publication du journal Le Perroquet est une violation des règles qui régissent la profession de journaliste, qu'en conséquence et eu égard à tout ce qui précède, la HAC, conformément à la loi organique et au Code de la presse et de la communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière de ce mercredi 23 mars 2016, décrète. Article 1er. La mise en garde du journal Le Perroquet pour violation des règles déontologiques et éthiques. 2. La présente décision est notifiée au directeur de publication du journal Le Perroquet pour servir évaluer ce que de droit. 3. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Il y a 6 mois, l'ambassade d'Allemagne au Togo initiait le projet dénommé Ensemble vers l'unité. Il s'agissait d'un grand puzzle représentant la carte de la République fédérale d'Allemagne. 28 artistes, peintres, illustrateurs et caricaturistes togolais avaient été invités à décorer chacune des 28 pièces du puzzle. Ces professionnels ont été hier les invités à dîner de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Une soirée où la gastronomie et l'art ont fait cause commune. Augustin Kossi, Esther Laclé. Des tableaux d'art qui illustrent le génie créateur des 28 Togolais ayant participé à l'action Deutschland Puzzle 2015. Des artistes peintres et caricaturistes qui ont été invités à faire montre de leur talent en décorant chacune des 28 pièces du puzzle représentant à la fois l'Allemagne et les 28 pays de l'Union européenne. Et pour les artistes, en prenant part à ce projet, au 25e anniversaire de la réunification de l'Allemagne, ils adhèrent à une cause humaine. Tenu à nous associer à cette célébration parce que nous considérons que cette cause d'unifier des frères, d'unifier des parents est une cause humaine. Avant d'être une cause allemande, c'est une victoire de l'humanité. Et donc nous nous sommes sentis en tant que Togolais pour participer à cet événement-là. Nous sommes à une époque particulière de l'histoire de l'humanité où il est nécessaire justement que l'humanité renoue les liens de solidarité, des liens de fraternité à cette heure sombre où on procède à l'exécution d'innocents à travers la planète. Une performance honorée et célébrée ici à l'ambassade de l'Allemagne 6 mois après la commémoration. Une soirée artistique destinée à rendre hommage aux victimes de la barbarie humaine et à briser les frontières de l'ignorance. C'est un puzzle géant de 28 pièces. 28 pièces qui forment l'Allemagne, mais 28 pièces qui symbolisent aussi l'Union européenne. Et je dois le dire ce soir, après cette horrible attaque de Bruxelles, l'Union européenne, l'Union des pays libres et démocratiques sera plus fort que ce fléau du terrorisme. Et je crois qu'avec cette expression artistique ce soir, et avec l'expression d'une société libre et avec l'expression des artistes dans une société libre, on sera vraiment plus fort que le fléau du terrorisme.
Ce projet allemand, Zusammen zur Einheit, entendez ensemble vers l'unité, a eu lieu simultanément dans plus de 30 villes dans le monde. À Lomé, après Goethe Institute, les œuvres seront désormais exposées à l'ambassade d'Allemagne, portant chacune la signature de son auteur. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.